Las Vegas, pendant quelques jours cette semaine, là, sera plus que la capitale du jeu. Le Consumer Electronics Show, qu'on connaît tout simplement mieux sous l'acronyme CES en anglais, vient de débuter et va en mettre en fait plein la vue sur le monde des nouvelles technologies, ce qui se prépare, ce qui se développe, ce qui s'en vient. Vous savez, ça commence d'abord par être de la science-fiction avant qu'on finisse par voir et comprendre à ce salon de la technologie comment ça pourrait finir par se glisser dans nos vies au quotidien. Nous avons la chance inouïe de pouvoir compter sur Bruno Guglielminetti, précieux collaborateur de Contexte et animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Bruno, que je retrouve à Las Vegas. Merci tellement d'être avec nous, Bruno, ce soir. D'entrée de jeu, là, avant d'aller dans le détail, Bruno, là, d'une année à l'autre, toi, tu couvres depuis des années ce grand salon-là. Tu y étais l'année dernière, l'année d'avant. Ce que tu as observé cette année, es-tu impressionné, plus impressionné encore? Je dirais est-ce qu'on est impressionné? D'une année à l'autre, toujours fascinant de voir la progression de la technologie, de l'innovation, mais évidemment, ce qui marque l'édition de 2025 et ce qui me touche beaucoup, c'est l'importance maintenant de l'intelligence artificielle dans tous les types de produits électroniques. C'est fascinant de voir où les fabricants ont réussi à mettre de l'IA. Et puis, évidemment, ça va faire la différence dans l'utilisation, dans l'expérience que les gens vont avoir avec leurs produits. J'ai lu différents textes avant de te parler, Bruno, pour ne pas avoir l'air trop sans dessin. Et j'ai le sentiment que ceux qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle passent à côté de l'avenir technologique. Est-ce que j'ai tort? Non, tout à fait. Et j'irais même plus loin. C'est un peu comme si à l'époque, il y a quelqu'un qui avait dit, moi, l'Internet, de toute façon, je pense que ça va passer. Fait que je ne vais pas vraiment faire attention à la chose. On est dans ce contexte-là. C'est aussi important que l'informatisation. C'est aussi important que l'arrivée de l'Internet. Alors, une personne, qu'elle soit patron d'une entreprise ou qu'elle travaille pour une entreprise, dans les années à venir, elle va voir, l'intelligence artificielle va être dans tous les aspects de son travail et même dans la vie personnelle. Quand on voit les présentations, on voit à l'écran Samsung, il y a LG aussi, deux grands fabricants sud-coréens qui l'ont démontré cette semaine. L'intelligence artificielle va être partout dans nos vies, peut-être de façon transparente, mais elle va être là. Alors, de là l'importance de savoir ce que c'est, d'être conscient de ce qu'on peut faire avec, puis de pouvoir l'utiliser aussi, de ne pas être simplement une victime de l'intelligence artificielle, mais aussi de l'utiliser pour aller plus loin. C'est ça. J'aime t'entendre parce que ne pas être simplement des victimes, mais savoir s'en servir. Cela dit, tu vois, je lisais notamment, on parle de navires qui vont accoster tout seuls, de tracteurs qui vont fonctionner de manière autonome, même de chariots de golf qui vont rouler d'eux-mêmes et de caddies qui vont nous conseiller, après avoir été boostés à l'intelligence artificielle, sur le meilleur coup de golf qu'on peut donner. Est-ce qu'on se préoccupe tout de même de la place du travailleur dans tout ça? Il y a des gens qui vont devoir s'effacer devant les progrès de l'intelligence artificielle que tu constates là-bas d'ailleurs. Ouais. C'est certain qu'il y a une partie du travail qui va disparaître du quotidien des humains parce que la machine peut le faire, parce que l'intelligence artificielle peut le faire. Par exemple, on voit là des images. C'est très clair dans le monde, puis c'est très concret de l'agriculture, d'avoir un tracteur qui est autonome et qui part dans le champ et qui fait lui-même la récolte avec des capteurs, avec des caméras pour voir où passer, s'assurer qu'il a tout pris, plus précis qu'un être humain qui serait aux commandes de ce véhicule-là, ça change le quotidien. Puis je reste dans cette industrie-là. Quand on parle au Québec, notamment, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de l'agriculture. Quand vous avez des solutions qui arrivent avec des robots qui travaillent dans les champs, vous avez des tracteurs qui fonctionnent tout seuls, ça, ce sont des pistes de solutions intéressantes dans le monde de l'agriculture et c'est juste un exemple d'un domaine. Et tu mentionnais des choses qui allaient fonctionner tout seul. Très concrètement, j'ai vu cette semaine, et puis il m'en reste encore à voir, mais je pense à un appareil qui ressemble un peu à un micro-ondes. C'est un four et quand vous avez faim, vous ouvrez la porte, vous mettez ce que vous avez dans l'appareil et lui-même va savoir ce que c'est, lui-même va savoir le temps de cuisson que c'est nécessaire et puis à la fin, il va dire c'est prêt. Alors, ça ne sera plus jamais trop cuit, trop travaillé parce que la machine, elle va s'assurer de réussir à chaque fois.
Et on peut facilement imaginer comment ça va se glisser dans nos cuisines parce que il y a 30, 40 ans, le concept de four à micro-ondes était inimaginable, difficile à accepter. Puis tout d'un coup, on est complètement à l'aise avec ces appareils-là dans nos cuisines. Bruno, avant de changer de sujet, parce que puisque j'étais avec moi, je vais développer un peu plus, mais il y avait hier soir le discours du grand patron de NVIDIA, Jensen Huang, invité vedette de ce salon, nous dit-on. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce discours-là, toi? Il reste un homme d'avenir, de pensée d'avenir? Ah, tout à fait. Et pour te dire l'importance de son passage et le fait qu'on choisisse de l'inviter, lui, pour ouvrir, pendant des années, c'était Bill Gates qui ouvrait cet événement-là. Et donc, on misait énormément sur ses présentations et on n'a pas été dessus hier. C'était évidemment très technique, plus qu'à l'habitude, mais il nous a dessiné devant nos yeux, à preuve dans les mains, l'avenir, le futur de NVIDIA, qui est le gros joueur. Je pense qu'ils ont 92% du marché de l'intelligence artificielle. C'est eux qui créent les machines, qui créent les processeurs qui permettent d'utiliser les chats GPT, qui permettent d'utiliser l'intelligence partout, l'intelligence artificielle un peu partout dans ce qu'on utilise. Et donc, il nous montrait tout ça. Puis, très intéressant, il nous a montré un ordinateur qui va nous permettre si on va l'acheter, ça coûterait 500 $, donc le prix d'un ordinateur, un PC ordinaire. Mais cette machine-là vous permettrait, si vous décidez de l'acheter, de faire rouler une intelligence artificielle un peu moins fort que ChatGPT, mais dans la plupart des cas, dans la plupart des intelligences artificielles, très, très, très pointues. Et ça permettrait à des gens d'avoir une intelligence artificielle locale chez eux et donc permettrait d'utiliser toute l'information. Tu sais, quand on parle de l'intelligence artificielle, il y a toujours l'angle de la donnée personnelle, la protection de la donnée personnelle. Quand vous avez un super ordinateur chez vous pour 500 $, vous pouvez être sûr de la discrétion de la chose et puis vous pouvez vraiment l'utiliser en toute sécurité. Bon, mettons tout ça de côté pendant une seconde. Je veux juste entendre en terminant, Bruno, sur une nouvelle qui nous a quand même assez ébranlé, cette volonté de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, donc le grand patron de Meta, et Meta, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est WhatsApp, de mettre fin à ces vérifications de messages mis par les abonnés. Et il y a clairement une volonté de vouloir plaire à Donald Trump. Dans ça, d'ailleurs, dans sa conférence de presse, il l'a évoqué. Il y a de quoi être inquiet quand on voit ce que Twitter est devenu sous X, non? Oui, je pense que c'est l'exemple à utiliser. Lorsque Elon Musk a pris possession de Twitter à l'époque, il a mis de côté très rapidement toute l'équipe qui faisait la validation ou le polissage du réseau social et s'assurait que la désinformation n'avait pas nécessairement tant de place sur le réseau. Et lui avait décidé de rouler avec la communauté en disant ce sont les utilisateurs qui vont polisser ce qui se dit, qui vont corriger des affirmations, les mettre en contexte. Puis, on sait ce que ça fait. Essentiellement, les gens continuent à publier de la désinformation. Oui, il y a des gens qui, par la suite, essayent de corriger le tir ou la perception, sauf que c'est fait dans des bas de publication. Puis, on le sait, quand on utilise un réseau social, on va d'abord voir la publication qui attire notre œil, puis après, on passe à autre chose. On ne va pas commencer à lire les petits caractères sous une publication. Et ça va être la même chose avec Facebook et Instagram et toutes les autres propriétés de Meta. Mais je trouve ça intéressant sur le fait que tu amènes, il y a un immense lien entre cette décision-là aujourd'hui et l'arrivée aux États-Unis le 20 janvier prochain de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est clairement un jeu de séduction, d'acheter la paix. Parce qu'il faut être conscient que pour tous les grands GAFAM, ça veut dire Amazon, ça veut dire Microsoft, Apple et compagnie, on voit d'un mauvais œil Elon Musk être aussi près du président américain, alors que Elon Musk, c'est pas vraiment l'ami des GAFAM. Lui voudrait prendre tout le marché, tasser tout le monde. Alors, tout le monde est en train de faire des courbettes devant le président américain pour s'assurer d'avoir son oreille, de pouvoir lui passer un coup de fil et de s'assurer, à quelque part, d'être pendant 4 ans sous le radar de son animosité pour pas être la cible d'attaque, parce qu'on sait que si le président Trump et Elon Musk se mettent sur le cas de quelqu'un, ça va finir mal. Ça va finir mal, ça augure toujours mal. Et puis après cette conférence de presse de Donald Trump, où il a quand même enchaîné un bon nombre de faussetés, il faut toujours craindre cette infiltration des informations lorsqu'on cesse de faire justement de la validation des faits. Bruno Guglielminetti, toujours un immense plaisir de te parler. Je rappelle que tu es animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Bon séjour à Las Vegas, puis reviens-nous avec des idées là qu'on va pouvoir mettre dans nos vies un peu partout au cours des prochaines semaines, prochains mois. Salut Richard.